Vincent est né, lui, en 1980. Et au début, tu es avocat d'affaires. Et après, tu vas devenir, mon cher Vincent, entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter la robe pour avoir un vrai métier, entrepreneur, quoi? Non, effectivement, j'ai quitté la robe pour le web. J'étais pas épanoui dans mon métier d'avocat. J'étais dans un cabinet américain, un grand cabinet d'affaires. Et en fait, je me rendais compte que j'étais pas épanoui dans ce que je faisais. C'était pas assez créatif. Et donc là, je me suis dit, il va falloir, plutôt que de continuer 10 ans dans la même voie et de se rendre compte à un moment qu'on n'est pas heureux, moi j'ai tout de suite senti que c'était pas ce qui me correspondait. Donc ça peut correspondre à d'autres personnes, moi c'est pas ce qui me correspondait. Et donc j'ai décidé de quitter la robe pour le web et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que les avocats, alors moi je pense qu'il y en a peut-être 2-3% qui sont des gens normaux, parfois formidables, ils se reconnaîtront, les gens formidables, on en a ici aussi. Mais il y a quand même un paquet d'arrogants, suffisants, hors de prix, prétentieux. Enfin, il y a quand même un paquet de mecs bizarres chez les avocats, non? Je n'ai pas d'avis sur cette question, mais c'est clair que c'est vraiment le contraire de l'entrepreneur. Il va toujours essayer de prévenir, d'indiquer qu'il y a énormément de risques, de dire de ne pas y aller, de trouver des raisons de freiner un projet. Alors que l'entrepreneur, il va écouter son instinct et puis il va y aller. Alors, première entreprise, mon cher Vincent, tu la lances et tu la plantes. Exactement, donc je quitte le métier d'avocat d'affaires et première aventure entrepreneuriale, une start-up. C'était quoi? Alors c'était une start-up dans le digital qui s'appelait Talent Zapping, où je mettais en avant des humoristes qui se défiaient en battle et les internautes misaient des points qui étaient ensuite convertibles en cadeaux. Donc j'avais mis énormément d'énergie dans ce projet, j'avais mis tout ce que j'avais. Ça s'est soldé par un échec, le modèle économique ne fonctionnait pas. C'était quoi le modèle économique? Parce que là, on n'a pas bien compris. Hein. Non, mais j'avais tout tenté, la publicité, de l'in-app purchase, j'avais tenté tous les modèles existants. Alors c'était quand même, il faut préciser, c'était en 2007-2008, oui, Facebook se lançait, c'était un TikTok avant l'heure. Donc j'avais mis beaucoup d'énergie, tout ce que j'avais, ça m'a ruiné. Mais quand tu dis ruiné, c'était au sens propre? Ouais, au sens propre. Donc tu n'avais plus un rond? Ouais, j'étais complètement ruiné. Et tu étais marié à l'époque ou pas? Non, mais j'ai rencontré mon épouse à ce moment-là, donc on ne peut pas dire. Quand tu étais ruiné? Exactement. Et donc, à ce moment-là, et justement à ce moment-là, il se posait la question de savoir est-ce que je devais redevenir avocat ou est-ce que je me lançais dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et c'est mon épouse qui m'a dit je préfère un entrepreneur fauché qu'un avocat malheureux. Et donc, du coup, elle m'a dit de retenter. Et juste pour la petite anecdote. Tu es toujours avec elle ou tu as divorcé? Je suis toujours avec elle. Ah bah voilà, on l'embrasse parce que franchement, bravo. Là, bravo. C'est vrai qu'à ce moment-là, le regard des autres était très compliqué parce qu'on est avocat d'affaires, on nous appelle maître, tout ça. On a fait 10 ans d'études. J'avais fait droit, école de commerce, études aux États-Unis. Et quand j'ai dit que je quittais le monde des avocats, tout le monde m'a dit mais t'es fou quand même, t'es dans un gros cabinet américain, c'est très risqué. Après, quand j'ai raté la première société, tout le monde m'a dit mais on te l'avait dit, fallait vraiment pas y aller. Et après, quand j'ai cartonné les entreprises après le succès, ils m'ont tous dit mais on avait toujours cru en toi, on était sûr que t'allais y arriver. C'est la vie, quoi. Alors, la deuxième entreprise, effectivement, c'est un succès. Tu vas le revendre au groupe La Poste. C'était quoi la boîte alors? Donc c'était Ametix, donc une société, une ESN spécialisée dans le digital. Tu l'as vendu combien? 35 millions d'euros. 35 millions d'euros. Et tu avais combien de la boîte en pourcentage? J'avais 35%. 35-35, au moins c'est clair, quoi. Alors, après, tu vas recréer donc European Digital Group. C'était quand exactement, Vincent? Oui, alors juste parce que je veux revenir, parce qu'on a parlé tout à l'heure des échecs, et pour moi, l'échec, c'est vraiment l'impôt à payer pour arriver après au succès. Et si je n'avais pas échoué ma première entreprise, j'aurais jamais eu la rage, l'énergie pour faire les succès d'après. C'est pour ça que moi j'adore partager mes échecs, parce que c'est vraiment une étape importante dans la vie d'un entrepreneur. Il y en a peu d'ailleurs, les entrepreneurs qui lancent une app et qui deviennent hyper successful en quelques années, c'est très rare. La plupart des entrepreneurs, c'est beaucoup de galères avant de faire un succès. Oui, mais alors le regard sur l'échec, tout le monde dit c'est très bien, mais quand on est vraiment au fond du trou là et qu'on s'est planté, le regard des gens n'est pas bienveillant. Ouais, c'est des périodes plus Je te l'avais dit, il est nul, il fallait qu'il reste avocat, non? C'est dur à vivre. Non, ça, je l'ai entendu très souvent. Ouais. Et donc après, donc avec Ametix, on est passé de 0 à 600 personnes en 5 ans. On a revendu donc la boîte à DocaPost.
Et ensuite, j'ai été postier donc, pendant 3 ans. Alors, c'est quoi de passer d'entrepreneur à postier? Parce que, quand même... C'est la filiale d'Ocapost. Alors, ça va vous paraître peut-être... moi, j'ai adoré mon expérience à la Poste. Donc, j'étais chez Docapost. Ici, on dit la vérité. Est-ce que tu as vraiment aimé la Poste? J'ai vraiment adoré mon expérience à la Poste. C'était exceptionnel. Et le fait d'observer un grand groupe qui se transforme, donc 220 000 salariés, 28 milliards de chiffre d'affaires, ils avaient... il y a 10 ans, 70% du business de la Poste, c'était le courrier, et ils ont fait une transfo, et maintenant, c'est plus que 30% le courrier, et maintenant, c'est le plus grand service de proximité humaine. Donc, c'est exceptionnel d'avoir observé aussi comment fonctionnait un grand groupe. Et sans mon expérience à la Poste, je ne pense pas que j'aurais réussi European Digital Group, parce que j'ai pu observer comment fonctionnait un grand groupe, et j'ai beaucoup transposé de choses que j'avais pu apprendre au sein de la Poste. Dans ta boîte, quoi. Dans European Aujourd'hui, donc, tu as 2600 collaborateurs de mémoire, c'est ça? Oui, donc on a lancé European Digital Group donc, en 2019, donc il y a 6 ans. Effectivement, on est passé de 0 à 2600 personnes. Et les prestations que tu délivres, c'est quoi et à qui? De la cybersécurité, de la data, du digital marketing. On a des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale, de la transformation IA, data. Et on accompagne plus de 2000 clients dans leur transformation. 50% de notre croissance a été organique et le reste par croissance externe avec une trentaine d'acquisitions. Et tu as qui dans le capital? C'est 300 potes ou 300 fonds? Donc on a 2 fonds de private equity. Donc on a lancé le projet avec un fonds de private equity, donc avec le fonds Montefiore, et on a le fonds Latour Capital qui nous a rejoint l'année dernière lors d'une opération de LBO. Et alors, tu as pas mal d'entrepreneurs qui se disent qu'est-ce que je fais? Je vais en bourse, je prends un fonds, ils n'ont pas tous une bonne réputation. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que toi, tu vis avec eux au quotidien. En fait, je pense que quand on a un fonds de private equity au capital, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui voient les fonds comme des distributeurs à billets. Et ils se disent, bon, bah, ils m'ont donné du cash, j'ai pu faire mon cash out, j'ai du cash in et je peux développer ma société. Moi, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est quand même des gens ultra compétents, qui ont énormément d'expérience, qui ne nous facturent pas quand ils travaillent pour nous. Et c'est les conseils et donc moi, en fait, toutes les compétences que peuvent m'apporter les fonds de private equity, que ce soit Montefiore et Latour, je les prends. Et même si les partenaires de Latour ou de Montefiore, ils veulent venir de 8h du mat à minuit chez nous travailler, tant qu'ils ne nous facturent pas, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'ils viennent. Et franchement, ils nous apportent énormément, notamment dans notre croissance externe. Ils nous aident beaucoup dans l'analyse des dossiers, dans le montage du financement, ensuite dans l'intégration des cibles. Ils ont beaucoup d'expérience. Donc moi, je trouve que c'est dommage de se priver de ce que peuvent apporter un fonds, sachant qu'on a les mêmes intérêts. On est associés, on a intérêt créer de la valeur ensemble, à ce que ça fonctionne. Et c'est vrai que je vois parfois des entrepreneurs qui disent « Ah non, moi je veux rester, je veux vraiment pas qu'on me mette, je veux qu'on me laisse tranquille », alors qu'un fonds, si on a une bonne collaboration, il peut vraiment nous aider à exploser. Je ne sais pas s'il est là, Christophe Deldic, le président de Turenne Capital, mais je pense qu'il sera d'accord avec toi. 2600 collaborateurs, tu en as 500 en Espagne. Oui, 500 en Espagne. Mais pourquoi tu ne les as pas créés en France, tes emplois, là, Vincent? J'ai rien contre l'espagnol et on a une super filiale là-bas. Aujourd'hui, 90% de notre chiffre d'affaires est en France et on a 10% du chiffre d'affaires en Espagne. C'est vrai que la croissance en Espagne, je crois qu'elle est 3% versus 0,5% en France. Et l'idée aussi, c'était de diversifier et surtout de pouvoir accompagner nos clients sur plusieurs pays. Maintenant, aujourd'hui, j'ai 2 fonds français et on a 90% du business en France. Bon, je précise que le 15e Wine Business a été créé le 18 juin à Barcelone et le prochain, c'est dans un mois, ça sera à Madrid. Donc on se reverra peut-être en espagnol pour faire la même chose, quoi. Alors aujourd'hui, dans ta boîte, la parité, dans ton COMEX, tu as combien de femmes? Alors, COMEX, parce qu'il y en a qui sont un peu gênés sur une question là. COMEX, 50% de femmes et 42% de femmes dans le groupe. Et ce qui est très très important de retenir, parce que en fait, cette question de combien on a de femmes dans le COMEX, pour moi, c'est pas la bonne question, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. En fait, le plus important, c'est de savoir combien il y a de femmes dans le top 100 des salaires. Et c'est ça le vrai sujet. Et alors, aujourd'hui, il y a 40 femmes dans le top 100 des salaires, ce qui n'est pas assez selon moi, mais qui est quand même largement supérieur à la moyenne des confrères. Et alors, le salaire 1 et le salaire 100, c'est combien chez toi? Alors, il faudra demander au directeur financier, je vous le communiquerai. Il aime la poste, il répond pas aux questions sur les sous. Bon, tu as dit quand même 35 millions. Bon, alors je plaisante. Alors, le plus beau métier du monde, Vincent, c'est quoi? C'est acteur ou patron d'une belle ETI comme la tienne? Moi, je trouve que patron de DG, c'est un super métier. Il y a aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure, un énorme partage de la valeur chez EDG, puisqu'on a plus de 300 collaborateurs qui sont actionnaires, mais ce qui donne une super énergie et ce qui explique aussi notre hyper-croissance. Moi, je trouve que c'est extraordinaire la période dans laquelle on vit. Il y a énormément de challenges.
et notamment autour de l'IA, mais d'une IA responsable, qui respecte les libertés fondamentales, peu énergivore. Il y a énormément de combats et de défis qui nous attendent. Donc on vit une période passionnante et donc je suis très content d'être au cœur de ces sujets. Tu réalises combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? 320 millions. 320 millions, donc tu es dirigeant d'une ETI, il y a 7200 ETI en France. Est-ce que tu penses que les entreprises françaises chassent en meute, s'entraident, françaises ou européennes? Je pense qu'il faut raisonner au niveau européen. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau des ETI, je trouve qu'il n'y a pas assez d'ETI en France par rapport à d'autres pays. 20 000 en Allemagne, 7200 en France. Ça, c'est bien dommage. C'est vrai que souvent aussi, les ETI, dès qu'elles sont approchées par gros industriels, que ce soit français ou américains, souvent elles cèdent aux sirènes. Et elle décide de vendre. Je pense que c'est un des soucis des ETI. Et donc, elles s'entraident. Il y a beaucoup de clubs, dont votre club, qui nous permet d'échanger, mais il y a aussi... le métier, c'est formidable ce qu'ils font, le métier. Croissance Plus aussi, il y a pas mal de clubs. C'est ça, nous on est au YPO, Choiseul, énormément de clubs dans lesquels on échange, on partage nos expériences. Et aujourd'hui, donc les perspectives, ta boîte dans 10 ans, ça donne quoi? T'es vendu aux Américains aussi comme tout le Non, monde, pas du tout. Non, l'idée c'est de passer de 320 à 1 milliard d'ici 5 ans, avec 50% de la croissance en organique, 50% en croissance externe et 35% du chiffre d'affaires à l'international. Est-ce que c'est parce que tu as connu l'échec que tu joues aux échecs? Alors non, il n'y a aucun lien. Je joue depuis que je suis petit aux échecs, passionné par... T'es passionné, quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as comme passion? Parce qu'il paraît que tu animes aussi des émissions de télé ou de radio. J'ai une émission qui s'appelle le Tech Show sur l'actu tech et digital. Et mes passions, moi j'ai beaucoup de passions. Je suis passionné de beaucoup de choses. Je suis un fou. Je suis collectionneur de stylos de collection depuis que je suis petit. Ah oui. J'adore les stylos. Ton préféré, c'est lequel? Le Marcel Proust de Montblanc, 1996. Très beau stylo. Ouais. Donc, passionné de T'en as combien de stylos? Il faudra demander à mon directeur financier. Parce qu'en plus, c'est la boîte qui les paye. Non, je plaisante. Non, et alors, et côté vin et gastronomie, avant les questions d'Amélie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu as un souvenir qui t'a marqué d'un bon plat, d'un bon vin, une émotion aussi? Oui, donc je peux le Château Latour peut-être, ou Château Neuf du Pape en vin, et après en restaurant, Alain Passard. J'ai été une fois, c'était exceptionnel. Ouais, j'ai été une fois, donc, mais exceptionnel. En fait, moi, le problème de la taxe Zuckman, c'est que moi, voilà, je suis business angel, donc j'investis dans des startups, et il m'arrive parfois d'investir dans une startup lorsqu'un entrepreneur me présente un PowerPoint. Donc il me présente un PowerPoint, et là, je vais donner une valorisation de la startup, mais cette valorisation, elle sert surtout à répartir la cap table. Si par exemple, on dit que cette boîte, elle vaut 100 millions, mais que c'est juste pour répartir la cap table, dans aucun cas, quelqu'un serait d'accord pour acheter cette boîte 100 millions aujourd'hui, c'est qu'un PowerPoint. Et donc je trouve qu'elle s'applique mal aux startups, parce que c'est pas parce qu'on donne une valo de 100 millions que la startup est liquide et que l'entrepreneur aura les moyens de payer 2 millions par an. 2 millions par an. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va donner une valo de 100 millions sur une boîte qui ne les vaut pas, qui les vaut uniquement, on a utilisé cette valo que pour répartir la cap table, donc il va devoir payer 2 millions par an d'impôts, et donc il va avoir des banques qui vont venir le voir, qui vont lui, puisqu'il n'a pas de fortune personnelle, qui vont lui demander un crédit lombard et avec un nantissement sur ses parts, et comme en plus une start-up, ça a de fortes chances d'échouer, donc il a, je sais pas, 70% de chances d'échouer, donc il a 70% de chances de se retrouver totalement ruiné au bout de quelques années, parce que tous les ans, on lui aura demandé 2 millions, alors que 1, il les a pas, et que 2, sa boîte ne les vaut pas. Et ça, c'est la différence entre le VC et le private equity. En private equity, en général, une boîte qui est valorisée 500, 600, 700 millions, elle fait de l'EBITDA, et donc elle a une vraie valeur, et donc ça peut s'adapter. Mais c'est vrai que sur la valo des startups, pour moi, ça ne représente pas la véritable valeur. C'est une valo qu'on utilise pour répartir le capital. Donc, tu vas payer un peu, non? Donc pour les startups, je suis contre. Ouais. Et pour les autres? En fait, il faut, comme toute loi, il faut encadrer. Après que les ultra-riches participent à l'effort national, je suis bien sûr d'accord, totalement en phase. Néanmoins, il faut adapter la loi à la réalité. Et aujourd'hui, pour les start-upers, ça va être un cauchemar. Néanmoins, il faut savoir aussi où va l'argent. Parce que donner un peu de sous, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait après? S'il peut y avoir aussi des limitations de dépenses en plus de cela, c'est le minimum, non? Ouais.
en France, en fait, on a les meilleurs talents, on a les meilleurs ingénieurs, on a les meilleurs développeurs, on a les meilleurs data scientists, on a beaucoup d'experts en IA. Donc le problème, c'est vraiment pas les ressources. Le problème des startups aujourd'hui en France, pour moi, ce sont les levées de fonds. C'est-à-dire quand on regarde même Mistral qui vient de faire une énorme levée de fonds, quand on compare à OpenAI qui a levé 10 ou 20 milliards et qui a Microsoft au capital, c'est dur d'être compétitif face à eux. Et je peux vous donner 500 exemples dans lesquels la France était ultra bien positionnée, les start-upers français étaient bien positionnés, mais à cause de levées de fonds qui n'étaient pas à la hauteur des ambitions du projet, ben, les Américains nous ont battus. Si on prend Dailymotion, c'est sorti avant YouTube, ça aurait pu exploser, mais les levées étaient beaucoup plus faibles que la force de frappe de Google et de YouTube. Si je prends Viadeo, c'est sorti avant LinkedIn, et la force de frappe de LinkedIn a fait que Viadeo, on n'avait pas des moins bons ingénieurs, l'entrepreneur, il était exceptionnel, c'était avant LinkedIn, Deezer, je peux vous citer Price Minister, je peux vous citer énormément le Minitel. Voilà, le Minitel. Oui, donc, pour les plus vieux. Non, mais, Oui. et pour moi, ce n'est pas les compétences, c'est juste qu'à chaque fois que nous, on lève 5, 10, 50 millions, eux, ils vont lever 100, 200, 300, 500, avec peut-être des fonds de pension qui financent les fonds de private equity, etc. Et donc, ils ont une plus grosse force de frappe au niveau des levées. Mais si on arrive à investir des montants plus significatifs dans les startups françaises, on a tout pour réussir. C'est le succès collectif, c'est l'aventure humaine qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment, en tout cas chez EDG, c'est exceptionnel. Tout le monde s'entend extrêmement bien, il y a une ambiance très dynamique. Et c'est vrai que je suis hyper heureux de me lever le matin, d'aller au travail. Je n'ai pas l'impression de travailler, vraiment, on s'éclate. Et c'est ça ma plus grande joie. Alors ça, c'est d'un point de vue professionnel. Et d'un point de vue perso, bien sûr, ce sont mes enfants. Alors ça, c'est une joie. Et ton épouse, il ne faut pas l'oublier, ton épouse. Je l'ai bien cité déjà. Est-ce que tu bosses le week-end? Je bosse énormément la semaine avec des horaires que je ne demande pas à mes salariés de faire les mêmes horaires que moi. Et le week-end, ça peut m'arriver, mais j'essaye quand même de passer un peu de prendre temps du pour autre chose, la famille le week-end. Il devait être super, il l'était. On applaudit très chaleureusement Vincent. Merci beaucoup Vincent, bravo.